Cette vidéo est sponsorisée par Léopold II de Belgique, l'homme qui voulait apporter la civilisation au Congo et qui a finalement prouvé que la meilleure façon de tendre la main à un peuple, c'est de la lui couper. L'Afrique, ce n'est pas un continent, c'est un laboratoire. Un vaste terrain d'expérimentation où l'Occident, depuis des siècles, teste avec une créativité morbide toutes les facettes de sa domination. Oubliez les images d'Épinal, les safaris et les couchers de soleil sur la savane. La véritable faune locale, la plus dangereuse, c'est celle qui porte des costumes 3 pièces et qui parle le langage de la finance internationale et du droit humanitaire. Ce sujet, aussi délicieux soit-il, n'est pas de mon fait. Non, il a été plébiscité par les esprits distingués qui financent cette petite entreprise de démolition sur Patreon. Aujourd'hui, nous allons disséquer la boîte à outils de l'impérialisme moderne. Un kit complet livré avec ses manuels d'utilisation pour le pillage en règle, la dépendance perpétuelle et l'exploitation institutionnalisée. Le premier outil, le plus grossier, le plus efficace, c'est le néocolonialisme financier. La Sainte Trinité FMI Banque mondiale opère avec la finesse d'un usurier mafieux. Le principe est d'une simplicité biblique, on prête de l'argent à des nations, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles soient tellement endettées qu'elles doivent continuer à emprunter juste pour payer les intérêts de la dette précédente. C'est la crise des subprimes de 2008, mais à l'échelle d'un continent entier. Une fois la nation à genoux, exsangue, le FMI débarque en sauveur et impose ses conditions. L'austérité, bien sûr. On coupe dans les services sociaux, on privatise tout ce qui peut l'être, et surtout, on ouvre grand les marchés, sans aucune protection pour les industries locales naissantes. Le résultat, les pays africains sont condamnés à exporter leurs matières premières à des prix dérisoires et à importer les produits finis à prix d'or. C'est ce qu'on appelle le développement. Ensuite, via l'outil militaire, Africom, l'OTAN, les opérations de sécurité européennes. Sous le prétexte fallacieux de la guerre contre le terrorisme, on crée une caste militaire locale. Des soldats africains, payés bien au-delà du salaire moyen, qui deviennent les garants des intérêts étrangers. C'est la création d'une piétaille prétorienne dont la loyauté va au plus offrant et qui a tout intérêt à ce que le chaos perdure. On a même vu des missions comme l'AMISOM en Somalie créer une véritable classe moyenne au Burundi et en Ouganda, une classe dont la prospérité dépendait directement de l'instabilité somalienne. Le maintien de la paix est une industrie florissante, surtout quand la paix n'arrive jamais. Ajoutez à cela le néocolonialisme médiatique, où l'on forme des journalistes locaux à ne surtout jamais critiquer l'Empire, et le complexe industriel humanitaire, où les ONG comme USAID distribuent de l'aide alimentaire précisément au moment où les agriculteurs locaux tentent de vendre leurs récoltes, ruinant ainsi toute économie de subsistance. Comme le disait si bien Thomas Sankara, l'impérialisme, regardez dans vos assiettes. Mais l'outil le plus pervers, le plus sophistiqué, c'est le néocolonialisme judiciaire. L'utilisation du droit international, des cours pénales, du monde basé sur des règles et même de la Convention sur le génocide comme une arme de domination. Et pour illustrer ce chef-d'œuvre de cynisme, nous devons nous pencher sur le cas du Rwanda et de la République démocratique du Congo. La RDC, le self-service géologique du monde. Depuis 1885, ce pays est une malédiction pour ses habitants et une bénédiction pour les autres. Du caoutchouc pour les vélos du roi Léopold, du cobalt pour les moteurs à réaction de l'armée américaine, déclaré essentiel à la sécurité nationale des États-Unis dès 1982, et aujourd'hui, du lithium pour vos batteries de smartphones et vos voitures électriques. Le Congo possède toujours ce dont le monde a besoin pour sa prochaine révolution industrielle. Et il paie cette richesse de son sang. C'est dans ce contexte que surgit la figure de Paul Kagame, le dictateur rwandais. En 2010, lors d'une mascarade électorale, son opposante Victoire Ingabire est arrêtée et emprisonnée. Son crime ? Avoir osé contester l'histoire officielle, l'histoire sacrée du génocide rwandais. Car voilà le cœur de la manipulation. Le narratif que l'on vous a vendu est simple, manichéen, presque hollywoodien. En 1994, pendant 100 jours, des démons Hutus, pris d'une rage tribale ancestrale et inexplicable, ont massacré des centaines de milliers de Tutsis innocents. Une explosion de sauvagerie primitive que le monde honteux n'a pas su arrêter. C'est un conte de fées macabres.
Ce que ce récit omet systématiquement de mentionner, c'est la guerre de 4 ans qui a précédé ces 100 jours. Une guerre qui a commencé le 1er octobre 1990, lorsque le général Paul Kagame, à la tête d'une armée venue d'Ouganda, a envahi le Rwanda. Le monde, à l'époque, était distrait par l'opération Tempête du désert en Irak. L'invasion d'un petit pays africain par un autre n'était qu'une note de bas de page. Le tribunal pénal international pour le Rwanda, créé par l'ONU avec le soutien des États-Unis, n'a eu qu'une seule mission: graver ce narratif mensonger dans le marbre du droit international. Seuls des Hutus y ont été jugés. Le tribunal a ignoré les massacres de Hutus par l'armée de Kagame. Il a ignoré le fait que c'est l'assassinat, sur ordre de Kagame, du président Habyarimana, qui a été l'étincelle déclenchant le chaos. Ce récit simplifié est devenu l'arme absolue. Il a permis à Kagame de justifier sa dictature sanglante et surtout de légitimer 30 ans d'invasion, d'occupation et de pillage de la RDC voisine sous prétexte de pourchasser des forces génocidaires. C'est la mise en place d'une justice, juridiction universelle pour la stabilisation par la tutelle internationale et le contrôle économique, taillée sur mesure. Mais le pire, c'est que ce produit narratif s'est exporté. Plus jamais ça, nous devons empêcher le prochain Rwanda. Ce slogan est devenu le prétexte à toutes les interventions humanitaires occidentales. C'est au nom de la prévention d'un génocide qu'on a bombardé la Libye et qu'on l'a plongé dans le chaos. C'est au nom de la lutte contre un génocide qu'on a inculpé Kadhafi. Le génocide rwandais, ou plutôt sa version falsifiée, est devenu le chèque en blanc de l'ingérence impériale. Et cette perversion a même convaincu une partie de l'Afrique elle-même. La Cour pénale internationale, censée incarner une justice universelle, est aujourd'hui surnommée par beaucoup sur le continent, avec un humour noir qui force le respect, la Cour pénale internationale pour juger les Africains. Si cette autopsie du pouvoir vous a ouvert l'appétit, sachez que nos mécènes sur Patreon ont accès à toutes les notes, aux scripts détaillés et aux sources utilisées pour dépecer le sujet. Ils peuvent aussi voter pour les prochaines victimes à passer sur la table de dissection. Pour soutenir la morgue, le lien est en description. Et si le cœur vous en dit, un clic sur le pouce bleu est un excellent moyen de signaler à l'algorithme que la pensée critique n'est pas encore tout à fait morte.